Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau midi de l'IREMO. Alors c'est un midi un peu spécial, je veux le dire avant de commencer, parce qu'il porte sur une enquête. Et une enquête, évidemment, c'est plus facile de la lire en prenant le temps de regarder les tableaux, les statistiques, les analyses, que de la présenter. Mais en même temps, si on vous laissait simplement la lire sans commentaire, ça nous éviterait des questions qui sont sûrement des questions intéressantes et importantes et que vous allez poser. Alors, je précise donc que vous aurez bien sûr une vidéo de ce midi où vous pourrez retrouver les propos et notamment les chiffres qui ont été donnés. Et je vous donne tout de suite l'adresse Internet de l'enquête complète que vous pouvez donc, pas maintenant, mais ensuite, si c'est maintenant, vous allez vous y perdre parce que c'est une grosse enquête, aller consulter. Donc ça s'appelle Enquête, plus loin CAREP, C-A-R-E-P, plus loin Opinion au pluriel, plus loin Arabe au pluriel, et maintenant des chiffres 01 20 23.pdf. Et là, vous avez la totalité de l'enquête. Donc vous retrouverez là tous les chiffres, ce n'est pas la peine de vous y perdre au fur et à mesure de l'exposé. Pourquoi j'ai tenu à ce qu'on fasse quand même, malgré la difficulté, ce midi? C'est parce que c'est une enquête, à mon avis, très importante, dans la mesure où on a en réalité très peu d'informations fiables sur les opinions dans le monde arabe, sur les opinions en général, et sur les opinions dans le monde arabe en particulier. Et, comme vous le savez, beaucoup de confrères, j'entends journalistes, les chercheurs, heureusement, évitent ce genre de raccourcis, mais bon, ça arrive aussi, pas tous, parlent toujours de la rue arabe. C'est une expression, évidemment, qui a un petit côté méprisant et qui est très, très présente dans les grands médias. Or, là, ce n'est pas la rue arabe, là, ce sont les opinions arabes, et c'est une enquête comme on en a très peu en Europe, puisqu'elle a été réalisée par un centre de recherche reconnu, l'Arab Center for Research and Policy Studies, CAREP, de Doha, au Qatar, qui a interrogé avec 900 chercheurs 33 000 citoyens de 14 pays arabes. C'est-à-dire les pays arabes où il est possible de faire une enquête en face à face. Je précise, ça évitera Salam de devoir l'expliquer, qu'aucun des éléments de cette enquête ne résulte d'un mail, d'un coup de téléphone ou d'un zoom. C'est du face à face. Donc c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes d'enquête. Ça ne veut pas dire que c'est représentatif à 100%, on sait bien les limites de ce genre de choses, mais qu'on est quand même au maximum de ce qu'on peut faire avec les moyens d'aujourd'hui pour avoir un reflet sérieux de l'évolution des opinions arabes. Et c'est aussi un des points importants que vous trouverez sur le site que je vous ai indiqué, c'est que cette enquête est faite régulièrement. Donc on peut mesurer, depuis en tout cas au moins une dizaine d'années, l'évolution des opinions arabes dont il est question, avec la même méthodologie et le même type de travail de chercheurs sur ces interviews. Vous allez le voir à travers ce que Salam Kawakibi va nous dire, qu'il s'agisse d'économie, de sécurité, d'émigration, d'institutions, de corruption, de démocratie, de bilan des révolutions arabes, de religion, de politisation, de menaces régionales, de normalisation avec Israël, d'invasion de l'Ukraine aussi. Il y a une série de questions extrêmement larges qui sont couvertes par cette enquête, sur lesquelles je me permets cette appréciation de valeur. Les opinions arabes font preuve d'une maturité et d'une modernité absolument remarquables. C'est-à-dire, en clair, que la plupart des idées que nous avons, que nous faisons des opinions arabes, ce sont des idées que cette enquête, une nouvelle fois, balaye. Vous allez le voir avec ce que Salam Kawakibi va nous exposer. Il était évidemment le mieux placé
pour présenter les résultats de cette enquête, puisqu'il est lui-même directeur du CAREP de Paris, qui est donc lié au CAREP de Doha. Il est lui-même diplômé de troisième cycle en sciences économiques, relations internationales et sciences politiques des universités d'Alep et d'Aix-en-Provence. Il a occupé les fonctions de chercheur principal de 2009 à 2011 à la faculté des sciences politiques de l'université d'Amsterdam. Et de 2000 à 2006, il a dirigé l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO, à Alep. Il est également, je le signale, membre du conseil d'administration de l'IREMO et du conseil scientifique de la revue Confluence. Donc je lui donne la parole. La règle du jeu est en fait pour être un peu bousculée parfois, pour plutôt 40 minutes que 30. Et puis, au fur et à mesure, si nécessaire, je le relancerai pour qu'on évite d'avoir des tunnels trop longs, puisque je connais moi-même le sujet, ayant travaillé de manière assez approfondie sur cette enquête. Donc, Salam, merci beaucoup d'avoir accepté de venir après une semaine et un week-end assez chargé pour le CAREP. Donc, on t'a un peu exploité, mais l'IREMO est connu pour exploiter les chercheurs et parfois les journalistes aussi. Voilà, c'est à toi. Merci beaucoup, Dominique, et merci pour votre présence. Avant de me lancer dans les détails de l'enquête, j'aimerais bien ajouter quelques informations qui donnent l'intérêt, qui expliquent pourquoi il y a un grand intérêt pour cette enquête. Comme vous le savez, les pays arabes manquent beaucoup de démocratie, alors l'expression d'opinion publique est très restreinte. S'intéresser à l'opinion des individus ne représentait pas un exercice fréquent. C'était très difficile au début de convaincre les gens, et c'est grâce à l'entretien personnalisé que ça a pu marcher. Parce que même, il y a une enquête aussi réalisée par une université américaine qui précède à cette enquête, mais qui se déroule autour de ce qu'on appelle brainstorming. C'est-à-dire le chercheur, l'enquêteur, il sélectionne une vingtaine de personnes dans la ville où il doit faire l'enquête et il les invite chez lui ou dans un lieu quelconque et il essaye de comprendre en discutant avec eux la situation liée à certains index qui se trouvent dans cette enquête beaucoup plus développée. Ainsi, comme vous pouvez le constater sur cette graphique, quand l'enquête a commencé la première fois en 2011, elle a touché 16 000 personnes. Nous sommes en 2022, le nombre des gens qui ont répondu à l'enquête, c'est 33 000. Alors c'est presque le double, et au bout de 8 enquêtes successives. Au début, l'enquête se déroulait annuellement. On s'est rendu compte que peut-être il vaut mieux, pour que le travail se réalise d'une manière correcte, c'est un travail éprouvant, de la faire tous les 2 ans. Il y a d'autres instituts qui font leur enquête tous les 4 ans, mais 2 ans, c'est largement suffisant. Nous avons divisé le monde arabe. Et là, vous pouvez me poser des questions parce qu'on vient de réunir notre conférence annuelle et on a choisi dans le titre « Les mondes arabes ». Mais à la fin de la conférence annuelle qui s'est déroulée au Collège de France, on s'est rendu compte que le pluriel était de trop. Alors on vient à la question du monde arabe. Le Maghreb, c'est la Mauritanie et le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Le Valet du Nil, c'est l'Égypte et le Soudan. Le Levant, c'est la Palestine, le Liban, la Jordanie et l'Irak. Et le Golfe arabe, c'est l'Arabie Saoudite, la Koweït et le Qatar. Et je souligne que le Qatar refusait, même si le centre se trouvait à Doha, le Qatar ne voulait pas être inclus dans l'enquête les premières années. Grâce à une discussion intelligente qui s'est déroulée, le Qatar, ça fait 2 ans ou même 3 enquêtes qui est dedans. Excuse-moi, vous aurez donc remarqué qu'il n'y a pas la Syrie. C'est-à-dire l'enquête ne se fait pas dans des pays où elle mettrait en danger la vie de ceux qui répondraient. Les enquêtés. Non, c'est pas un pays arabe. Enfin, il faudrait isoler. Voilà. Mais la Palestine est liée. La Palestine est liée.
Non. C'est 14 pays sur 21 pays arabes. C'est là où les chercheurs peuvent exercer en public et peuvent aller demander des rendez-vous sans être inquiétés par les services de renseignement ou pas. Même, on va constater aussi que le public n'est pas très à l'aise pour répondre à des questions concernant ses opinions politiques. Il peut répondre à sa préférence des détergents ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui se réalisent maintenant dans les pays soi-disant libéraux d'un pays de point de vue économique, comme la Tunisie et le Maroc, seulement sur la consommation, mais pas sur des opinions publiques. Alors, ça commence par la situation économique. On constate tous que la situation économique dans l'ensemble des pays du monde est catastrophique, ou presque. Alors, 52% de ceux qui ont répondu, je vais les appeler les sondés, 52% des sondés, ils trouvent que leur pays, en ce qui concerne la vie économique, va dans le mauvais sens. Et seulement 42 considèrent que leur pays a choisi une politique économique positive. Il y a 3 catégories de revenus auxquels on a préféré donner des titres assez résumés. Par exemple, les familles qui économisent, les familles qui sont satisfaites, et les familles qui sont dans le besoin. 25% de l'opinion arabe, ils font partie de la première catégorie, ceux qui arrivent à économiser. Surtout dans le Golfe. Surtout dans le Golfe. Bien entendu, nous n'avons pas pris en compte la population de chaque pays, parce que si on intègre la population des pays, l'Égypte risque de changer la donne pour l'ensemble des pays. Alors, on a pris, c'est un calcul assez mathématique que je ne maîtrise pas parfaitement, mais c'est pour être représentatif de tout l'ensemble des pays. Comme ça, et après, dans les détails, on peut savoir, par exemple, quand vous allez avoir le PDF, vous voulez savoir, par exemple, lequel des pays considère qu'il a une économie meilleure que l'autre. Et là, c'est détaillé, l'Arabie Saoudite, surtout le Golfe, d'un point de vue économique, et ça va de soi, considèrent que leur situation est meilleure que les autres. La deuxième chose, c'est comment l'opinion arabe estime leur situation politique et sécuritaire. Malheureusement, et là, ça peut être une question, mais je vais l'anticiper, il y a beaucoup de confiance où l'opinion publique exprime une grande confiance dans tout ce qui est secteur de sécurité et de l'armée. Et ce n'est pas une question, c'est étonnant d'un point de vue démocratique, mais d'un point de vue connaisseur de la région, il y a plusieurs explications à cela. Pourquoi les gens font confiance plus aux institutions sécuritaires et militaires que les institutions législatives et exécutives? Parce qu'ils considèrent d'abord que l'armée, historiquement, a contribué à la libération et à l'indépendance, comme c'est le cas en Algérie, en Syrie, en Égypte. Vous allez me dire c'est faux. C'est faux quand on regarde la situation actuellement. Mais ce n'est pas faux quand on revient dans l'histoire du pays. L'armée algérienne, le FLN, c'est lui qui a lancé l'activité militaire en Algérie. Il n'y a pas eu une armée indépendante du FLN. Il y a aussi un autre facteur qui joue beaucoup dans ces réactions, qui exprime une grande confiance dans l'armée, c'est le facteur qui peut être traduit par la peur. Parce que malgré qu'on les met en confiance, malgré qu'on va chez eux, malgré qu'on se voit tête à tête, dès qu'il s'agit de la sécurité, la peur est toujours là. Et pour l'anecdote, même si vous habitez en France et vos parents habitent aux États-Unis, vous parlez au téléphone, dès qu'il s'agit de la police ou des services de renseignement, votre voix baisse. Parce que c'est inclus dans votre inconscience que vous êtes sous contrôle tout le temps. Alors c'est devenu quelque chose, j'allais dire presque génétique. Il faut plusieurs générations qui vont vivre la démocratie, l'expression publique normale pour qu'on se débarrasse de cette peur. Alors j'explique pour ne pas être étonné quand je vais vous dire que 61% de l'opinion trouve que la sécurité dans leur pays est très bonne, contre 38% qui disent qu'elle est mauvaise.
Mais en même temps, 44% des sondés trouvent que la situation politique est mauvaise dans leur pays. 49 trouvent la situation est mauvaise, contre 44 qui trouvent qu'elle est bonne. Et la majorité de ces 44 se trouvent dans les pays du Golfe. Les pays de système rentier qui s'intéressent peu, comme le disait Azmi Bishara. On lui a demandé une question sur la démocratie dans les pays du Golfe. Il a dit il n'y a pas de démocratie, mais jusqu'à nouvel ordre, comme vu la taille de la population, qui est vraiment une minorité dans une situation économique très aisée, cette question n'a pas été encore une priorité pour certains, sauf au Koweït, ce qui est une bonne chose. Quelles sont les priorités des sondés ? 16% des sondés trouvent que leur priorité dépend de comment leur gouvernement gouverne et gère les politiques publiques. 60% avancent la question économique. Ils parlent souvent de l'augmentation de la vie et la baisse des revenus et le pouvoir d'achat. Tu me permets un mot ? Oui. C'est très frappant sur l'économie que dans une situation négative, globale, il y a, d'après les enquêtés, je préfère enquêter à sonder, parce que chez nous, sonder, c'est 1000 personnes. Donc, les sondés, ou les enquêtés, donc, disent que ça s'est amélioré. Oui, depuis 2000. Depuis les révolutions arabes, en fait. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une vision catastrophiste, c'est une vision plus nuancée, disons. Hein. Et pour rebondir là-dessus, dans chaque index, il y a 2 ou 3 lignes qui vous expliquent est-ce qu'il y a eu une avancée ou une régression par rapport à l'enquête de l'année précédente. Alors ça vous donne une dimension comparative. Comme ça, vous n'êtes pas seulement dans les chiffres de cette année, mais vous pouvez comparer avec ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc, il y a une question, un index assez intéressant concernant la volonté d'immigrer. Écoutez bien, c'est stupéfiant. Hein. 28% de la population enquêtée disent qu'ils veulent immigrer. Dans 16%, l'objectif de leur migration, c'est de faire des études. 11%, ils disent que c'est pour des questions politiques. Et la majorité, le reste, disent que c'est pour des questions, pour améliorer leur situation économique. Mais le chiffre le plus important, le pourcentage le plus important, se trouve dans les pays du Levant, que j'ai mentionné tout à l'heure. Même dans les pays du Golfe, les pays les plus riches du monde, il y a 6% de la population qui désire émigrer. Et ça, je crois que c'est un chiffre important et nécessite des études approfondies. Bien entendu, il va de soi qu'une enquête comme ça, elle est importante, très importante même, mais il faut qu'elle soit suivie, et ce qu'on fait chaque année, par des textes analytiques. Parce que ce sont des chiffres. Les chiffres, des fois, sont froids. Ils ne donnent pas vraiment la dimension complète de la situation. Il faut développer une réflexion intellectuelle, une réflexion politique plus approfondie. Est-ce que nous le faisons d'une manière systématique ? Est-ce que je peux juste donner les chiffres pour que vous les ayez en tête ? Donc, 28% au total veulent émigrer, 6% dans le Golfe, 28% dans le Maghreb, 36% dans la vallée du Nil, 41% dans le Levant et le Mashrek. Et tous ces chiffres augmentent sans cesse depuis 2011. Donc, on a là un vrai point de recherche et de débat. Hein. Quand on pose la question sur quel pays représente le plus un danger contre la sécurité dans vos pays, le premier pays qui arrive en tête, c'est Israël. Le deuxième pays, c'est les États-Unis. Le troisième pays, c'est l'Iran. Loin derrière. Et bien entendu, ça se varie. Par exemple, dans le Golfe,
et l'Irak, l'Iran est au premier. En France, en Algérie et en Mauritanie, la France est en premier. Oui, malheureusement. Dans les pays du Mashrek, Palestine, Jordanie, Liban, c'est Israël. Égypte, Soudan, c'est Israël. Alors vous voyez, la variation entre les pays dépend aussi de leur positionnement. Par exemple, pour Israël, il y a la Jordanie, la Palestine, le Liban, l'Égypte et le Soudan et l'Algérie. « 17% dans le Golfe disent que c'est Israël et 14% disent que c'est l'Iran. » Même dans le Golfe, la peur, entre guillemets, d'Israël est plus importante que la peur de l'Iran. C'est aussi un élément important pour toute la question des accords d'Abraham. Et bien entendu, il faut savoir que la Russie, elle est dans la liste des pays. Si on revient à la liste, la Russie se trouve dans la position, on a Israël, États-Unis, Iran, pays arabes, ils ne disent pas lesquels, et je considère que par exemple pour le Qatar, le pays arabe qui lui fait peur, c'est les Émirats, pour l'Algérie, c'est le Maroc, pour le Maroc, c'est l'Algérie. Alors on dit pays arabes, après les pays arabes, la France, après c'est la Turquie, après c'est la Russie. Mais je considère que j'estime, et j'espère que dans le sondage, l'enquête prochaine, la Russie va avancer dans la liste des pays qui représentent un danger. Et peut-être on reviendra dans les questions pourquoi la Russie ne figure pas parmi les premiers pays qui représentent un danger. Pour la Syrie pour les Syriens figure, mais les Syriens n'ont pas été enquêtés, alors on ne peut pas savoir. 87% de l'opinion des gens enquêtés considèrent que la corruption existe à degrés variés dans leur pays, contre seulement 10% qui refusent de reconnaître qu'il y a une corruption dans leur pays. Et ces 10%, ça se trouve dans les pays du Golfe. C'est-à-dire, la représentativité des gens qui disent qu'il n'y a pas de corruption, c'est plus dans les pays du Golfe que dans le Vallée du Nil ou dans le Mashrek, le Levant. Par rapport à l'état de droit, bien entendu, vous allez voir dans les détails qu'on ne parle pas, la question c'est pas qu'en penses-tu de l'état de droit. On donne plusieurs choix, on analyse en détail la chose pour qu'on arrive à savoir est-ce qu'il arrive à comprendre ce qu'on veut dire par l'état de droit pour prendre en considération sa réponse. Alors 34% des enquêtés considèrent que leur pays est un état de droit et appliquent la loi d'une façon égale entre les citoyens. Contre 39 qui disent le contraire. Non, 39 qui disent qu'il y a un état de droit, mais il y a des discriminations dans l'application des lois entre citoyens. Cette discrimination peut être liée à la question communautaire, ethnique, religieuse et même classe économique. Mais 24% considèrent qu'il n'y a pas du tout un état de droit. Je te relance un peu. Moi, ce qui m'a frappé avec ça, c'est l'idée qui traîne couramment, c'est que, en gros, les pays arabes ne sont pas prêts à la démocratie, que les opinions arabes ne sont pas prêtes à la démocratie. Or, on est frappé quand on regarde les chiffres. 72%, ce n'est pas une petite majorité, 72% de tous les enquêtés disent que le système démocratique, malgré ses défauts, est meilleur que tous les autres. Et le Maghreb arrive en tête et le Golfe en queue. Ouais. Donc, voilà une idée couramment développée dans nos médias qui est balayée, pas la première fois, par cette enquête. Dans nos médias et chez nos décideurs aussi. Et chez nos décideurs, absolument. Donc, c'est quand même énorme, hein. Je répète, 72% contre 19% disent le système démocratique, malgré ses défauts, est meilleur que tous les autres. Et même 85% des enquêtés ont réussi à donner une définition
au mot démocratie. Parce que pour savoir si on pose la question, comment on pose la question, on commence par les interroger sur qu'est-ce que la démocratie. Alors 85% des enquêtés ont donné une réponse plus ou moins correcte. Par exemple, vous avez des gens qui ont défini la démocratie comme étant garantie des libertés politiques et civiles. C'est 34%. 20%, ils ont dit que la démocratie, c'est l'égalité et la justice entre les citoyens. 14%, ils ont dit que la création d'un système démocratique et le côté institutionnel d'un régime démocratique, ça veut dire la pluralité politique, le contrôle des dépenses publiques. C'est la définition moderne de la démocratie. Ce n'est pas des extraterrestres, les Arabes, encore. Et 6%, ils ont défini la démocratie comme étant stabilité et sécurité. Alors, c'est la définition la plus lointaine, peut-être, et on trouve qu'elle représente un pourcentage l'un des plus faibles. Et 5%, ils ont défini la démocratie comme étant l'amélioration de la vie économique. Bien entendu, la majorité des enquêtés refusent des préjugés négatifs sur la définition de la démocratie. Mais quand même, ils sont divisés entre deux catégories. Même s'ils préfèrent la démocratie, ils peuvent vous dire que notre société n'est pas encore prête pour pratiquer le système démocratique. Et aussi, il y a une division sur le fait que le système démocratique, et là on le voit dans les débats sur la retraite, et pas du tout, il ne garantit pas le respect mutuel et la constructivité dans le débat, et que c'est plein d'insultes et de débats un peu violents et qui ne donnent pas des résultats positifs. Donc, comme il l'a dit Dominique, 72% soutiennent le système démocratique contre 19%. Et je ne veux pas répéter ce qu'il vient de dire, alors je continue pour dire que 71% des enquêtés disent que le système démocratique est valable et tout à fait applicable dans leur pays. Et pour vérifier leur croyance dans la démocratie, 53% des enquêtés disent que même si le parti qui va gagner les élections ne représente pas leurs opinions publiques, politiques, ils accepteront son accession au pouvoir. 40%, ils ont dit non, on n'accepte pas qu'on est démocratique, mais dès que notre parti politique gagne les élections, si c'est un autre parti, c'est un peu problématique. Bien entendu, l'évaluation de la situation de la démocratie dans le monde arabe n'a pas changé depuis, elle a très peu changé depuis 2011, le début de l'enquête. Elle était de 4,5 sur 10 pour être maintenant 5,3 pour 10. Et la situation, donc, il n'y a pas une vraie démocratie, une situation démocratique dans les pays. L'ensemble des pays arabes, il n'y a pas. Les pays qui ont obtenu la place la plus avancée, et c'est lié à leur système électoral plutôt qu'aux pratiques démocratiques, c'est le Liban et l'Irak. Parce que quand on regarde le système électoral, on voit qu'il est représentatif, qu'il donne droit à toutes les catégories sociales et ethniques. Mais bon, après, dans la pratique, comme disait un Premier ministre libanais, au Liban, il y a la liberté, mais il n'y a pas la démocratie. Alors, il y a ensuite, quand on déroule l'enquête, une question absolument passionnante sur le bilan des révolutions arabes. Tout à fait. Alors là, on est devant la preuve de ce que je disais tout à l'heure, je crois que Salam a dit, de la maturité. Il n'y a pas d'excès. 20% disent que c'est très positif, la révolution arabe. C'est des militants, donc visiblement, ils y croient. Ils veulent y croire. Voilà. Mais 26% disent que c'est relativement
positif. Donc ça fait une grosse minorité, disons. Hein. Relativement négatif, 15%. Très négatif, 25%. Donc on voit un bilan, est-ce qu'on peut dire ça, objectif, de ce que les révolutions arabes ont permis et ce qu'elles n'ont pas permis. Et qui a baissé. Malheureusement, le bleu, pardon, le bleu baisse, comme vous voyez. Depuis l'année dernière, vu le développement de la situation dans certains pays, la guerre en Syrie, la situation en Égypte, il y a un sentiment de déception, d'échec, qui a fait que le chiffre, le pourcentage recule. Mais si on se posait, nous, ici, la question, on répondrait pareil. Oui, oui. Et ça reculerait aussi avec le temps, parce qu'on s'aperçoit que les espoirs qu'on a pu mettre n'ont pas été, loin de là, complètement satisfaits. Hein. Donc c'est ça, je veux dire, par une opinion mûre. C'est qu'elle est une opinion réaliste. Elle n'est pas dans un discours idéologique. Quoi. Idéologique ou exagéré. Voilà. Ou excessif, oui. Excessif ou juste pour la réponse. Pour donner une réponse qui plaira à l'enquêteur. Il y a une question qui a été posée aux enquêtés sur pourquoi ils ont soutenu les révolutions en 2011. Alors, on a à peu près 25% qui ont dit parce que les révolutions étaient contre la corruption. 16% ils ont dit c'était pour améliorer notre situation économique. Et 14% ils ont dit parce que c'était contre la dictature. Et même cette réponse baisse par rapport à l'enquête précédente, parce que dans l'enquête précédente, la lutte contre la dictature était plus avancée qu'elle l'est actuellement. Vu que la situation économique est en régression partout, et elle est flagrante maintenant en Égypte, en Syrie, au Soudan, en Jordanie, partout. Alors elle avance, elle vient dans l'esprit avant la situation politique. Alors il y a ensuite, peut-être tu peux développer là-dessus, une question sur la politisation, quoi, disons. Et on a l'impression, c'est assez curieux quand on le voit, d'une faible politisation. Comme partout. Oui, mais on se dirait, a priori, dans les pays arabes, avec les révolutions, non, visiblement, il n'y a que 12% des gens, c'est ça, qui se disent très engagés. Et ça a baissé 8% par rapport à l'enquête précédente. 8%. Il y avait plus 8% de personnes qui disaient qu'il faut s'engager en politique. Mais ce qui est plus alarmant, je crois que la déception des politiques, des politiciens, des partis politiques, elle est presque universelle. Mais ce qui est plus alarmant, c'est la faiblesse de l'engagement au sein de la société civile. Et on trouve que l'engagement au sein de la société civile affaiblit pas mal, et que dans ces pays, ce qu'on appelle la société communautaire est plus forte que la société civile. C'est-à-dire la famille, la région, la localité, le quartier jouent un rôle plus rassembleur qu'un engagement commun, un engagement qui dépasse les frontières locales. Et il y a aussi dans cette enquête la dimension des sources d'information. Oui. Et je crois, ici, on peut se retrouver nous aussi, on peut l'appliquer même à l'Europe, parce que la majorité des personnes trouvent que leur source d'information principale, c'est la télévision. Mais même depuis la dernière enquête, il y a eu une avancée importante de l'Internet. Mais cette avancée de l'Internet ne veut pas dire que les gens font recours aux sites pour obtenir de l'information. Ils utilisent les sites pour avoir accès à la télévision. Alors ça retombe dans le pourcentage de la télévision comme étant la première source. En bleu ici, la télévision, et en marron, ou Internet.
Mais encore une fois, Internet pour la télé aussi. Donc, Et ce qui est aussi étonnant, parce que dans cette région, avant les années 70, c'était la radio. Mais la radio maintenant, elle a baissé à 6%. Ce qui a donné lieu à la fermeture de la BBC arabe. La BBC arabe, elle a commencé à émettre il y a 80 ans. C'était écouté dans tous les pays, toutes les maisons, dans la campagne comme dans la ville. Cette année, elle a fermé parce qu'elle s'est rendue compte que l'écoute est très faible. La lecture de la presse quotidienne est de 4%. C'est presque rien. Alors on va entrer là maintenant, je te laisse développer, le chapitre pour moi le plus étonnant. Ce n'est pas la première fois, plusieurs enquêtes, c'est le rapport à la religion, qui là aussi contredit très largement l'idée reçue selon laquelle la religion serait quasiment hégémonique dans les opinions arabes. Comme vous allez le voir, ça n'est pas du tout le cas. Je te laisse développer. Je passe juste avant aux réseaux sociaux. Ah oui, parce qu'on était dans les médias. Pour moi, oui. Je m'attarde un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est très remarquable de voir que dans l'Afrique du Nord ou le Maghreb, c'est Facebook en avant, et dans le Golfe, c'est Twitter. C'est plutôt lié, je crois, à la culture francophone, la culture anglophone. La culture anglophone est plutôt tweet. En France, où la culture francophone, c'est Facebook, Snapchat, Instagram, autres sites. Mais Twitter, il est dominant, 70%, c'est au Golfe. C'est très peu suivi dans les autres pays, mais dans le Golfe, il est très fort présent. Là, on arrive à la religion dans la vie publique et politique. 61% des enquêtés disent qu'ils sont religieux. Ils sont religieux dans le sens... Alors maintenant, ça nous ramène au grand débat, à la Gilles Kepel, pour dire qui est intégriste, qui est religieux, qui est conservateur. Et là, c'est un autre débat. Mais 61% considèrent qu'ils sont croyants. Mais croyants, pour nous, ça veut dire quelque chose. Pour eux, ça veut dire religieux, attachés à leur religion. C'est 61% jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Voilà, le certain point... Religieux jusqu'à un certain point. C'est la politique. C'est la politique. C'est-à-dire, ils n'avancent pas leur choix religieux sur la politique. Ils n'acceptent pas qu'un homme religieux impose sa vision aux politiques. Ils ne veulent pas qu'un système religieux gouverne la politique publique ou gère la politique publique. Mais ils sont religieux, ils sont croyants, ils sont conservateurs. Et c'est ce qu'on essaye de dire tout le temps pour expliquer la religiosité des pays arabes aux chercheurs, aux journalistes qui ne veulent pas comprendre, parce que certains, ils veulent comprendre, ils l'ont compris bien avant nous, mais d'autres, ils ne veulent pas le comprendre en considérant qu'il suffit de mettre le voile ou de faire la prière, ou comme disait l'autre, refuser de faire la bise, ça veut dire c'est un intégriste, il faut le mettre sur la liste sur S. Non, c'est une religiosité, un conservatisme particulier, individuel, qui n'impose rien à la société. Quand on regarde qu'est-ce qu'ils disent, on leur demande d'interpréter l'adjectif religieux. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, ce n'est pas nous qui raisonnons, c'est eux qui définissent. Donc, 38% disent s'acquitter de ses obligations religieuses. 28% disent être honnête et digne de confiance. 15% disent traiter les autres gentiment. 6% disent rester proche de sa famille et bien la traiter. 8% disent aider les pauvres et les nécessiteux. C'est-à-dire la notion de religieux est quand même une notion à géométrie très, très, très variable. Hein,
Si on appliquait ça à la France, on pourrait dire que 80% des gens sont religieux. Dieu n'est pas dans la question. Voilà, il n'y a pas de Dieu là. Il y a un comportement. Et pour aussi la dimension comparative, il n'y a pas eu de changement depuis 2011 ou des changements vraiment très minimes sur cette question, précisément. Alors il y a quand même deux... Enfin, ça c'est la religion, mais après il y a la politique. Et moi je suis frappé par ce chiffre, j'aimerais bien en parler avec Gilles Kepel par exemple. 47% contre 48%, donc on est vraiment 50-50, disent « ce serait mieux pour mon pays si la religion était séparée de la politique ». Et cette opinion atteint 52% au Levant et dans le Machrek, 21% dans le Maghreb, 20% dans la vallée du Nil, 15% dans le Golfe. Donc on voit quand même qu'on est dans une période d'évolution vers un type de laïcité qui sera définie par les populations elles-mêmes. Qui n'est pas la mienne. Qui n'est pas la nôtre, bien sûr. Mais quand même, ce n'est pas la description que nous avons dans la plupart des livres des opinions arabes vis-à-vis de la question de la laïcité. On nous dit qu'il n'y a même pas de mot en arabe pour dire voilà. Laïcité. C'est la preuve que... Voilà. Et la majorité des enquêtés refusent catégoriquement de dire que chaque personne qui n'est pas religieux, qui n'est pas croyant, est une mauvaise personne. Alors ça représente 60... non, 60... ah oui, tu as raison. 18%. Les Belges, ils sont mieux que nous. Ils disent 708. 78. Moi, non, là, 65% des sondés disent « Nul n'a le droit de déclarer les infidèles les tenants d'autres religions. » Voilà. De déclarer infidèles les tenants d'autres religions. Il y a une série de questions, on ne peut pas toutes les développer, bien sûr, qui montrent une grande évolution du rapport politique à la religion. La religion reste dans une définition très large, très vaste, mais elle n'implique pas de jugement politique lié à la parole religieuse. Quoi. Il y a plusieurs questions, comme disait Dominique. Vous pouvez développer pour votre lecture sur ces questions qui va vous amener à dire qu'en fin de compte, c'est une forme de laïcité, mais qui n'est pas la laïcité, bien entendu, de M. Darmanin. Encore un exemple. Le gouvernement n'a pas le droit d'utiliser la religion pour gagner du soutien à sa politique. 72%. 72%. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder quand vous allez étudier l'enquête de plus près. C'est sans doute un des chapitres les plus riches. Oui, sur la relation entre la politique et la religion. Après, vous avez aussi... comment imaginent les enquêtés leur relation avec l'arabité? On essaie toujours de dire qu'il y a un chauvinisme arabe, il y a un racisme arabe. Quand on fait l'enquête, et cette enquête ne demande pas à la personne si elle est kurde, amazigh ou arabe comme origine, mais étant habitant dans un pays qui est considéré un pays arabe ou faisant partie du monde arabe, et l'arabité est plutôt géographique et culturelle, n'est pas du tout raciale. Il n'y a pas pur sang que le cheval arabe. 80% des enquêtés disent que les populations, toutes les populations dans cette zone forment une nation. Ça ne veut pas dire que cette nation exclut ou rejette les autres composantes. Ça veut dire qu'il y a un ressentiment commun. Et cet index a été repris par Le Monde à la fin de la Coupe du Monde du Qatar. Parce qu'on s'est rendu compte que la solidarité inter-arabe, inter-amazigh, le Maroc, la majorité, si on va monter dans l'histoire, ce sont des non-arabes.
Mais la solidarité exprimée par l'ensemble de la population arabe avec le Maroc, c'était extraordinaire et ça a étonné l'ensemble des observateurs. La solidarité qu'ont exprimée les Algériens devant leurs frontières fermées depuis 30 ans avec le Maroc, avec les Marocains de l'autre côté des frontières, c'est extraordinaire. La population qui a brandi le drapeau de la Palestine dans les matchs qui se faisaient jouer entre le Pays-Bas et le Cameroun. Mais aussi, c'est remarquable de vous dire que tous les médias en Europe ont montré les deux jeunes qui ont pénétré sur la pelouse avec le drapeau des LGBT, ce qui est tout à fait leur droit de le montrer, mais aucun média occidental n'a montré les 10 personnes qui ont pénétré sur la pelouse avec le drapeau palestinien. Ça vous montre aussi le niveau de liberté d'expression et liberté d'être informé d'un point de vue médias occidentaux. Alors, ça nous amène, parce qu'il faut qu'on conclue, D'accord. à la question de la Palestine et de la normalisation avec Israël. Alors là aussi, on nous a dit que les accords d'Abraham avaient mis fin, grosso modo, à la solidarité avec la Palestine. On trouve l'exact inverse. il y a un chiffre assadien. 99% des Algériens refusent la normalisation avec Israël. C'est pour une fois, il y a un chiffre réel qui atteint le 99%, qui est souvent un pourcentage des dictateurs, mais ça reflète réellement le sentiment. 96% chez les Libyens, 95% chez les Palestiniens, alors, qui sont concernés, plus 94 chez les Jordaniens, 92 chez les Irakiens et 90 chez les Tunisiens. Moyenne 84%. 84%. Refuse la normalisation tant qu'il n'y a pas de solution de la question palestinienne. Ce n'est pas en soi. Hein. Et le plus important, c'est que ce refus n'est pas du tout lié à la question religieuse. Ce n'est pas lié parce que c'est un État juif, ce n'est pas lié parce que ce sont des juifs, comme on essaye de le montrer souvent dans des enquêtes en Occident. C'est lié parce que c'est un État colonial qui pratique l'apartheid et qui occupe territoire palestinien. Alors, dans les réponses, pas une seule référence à la dimension culturelle ou religieuse. Et ça, je crois que ça mérite... Mais là, c'est vraiment un chiffre que les observateurs, y compris les dirigeants français, par exemple, devraient regarder de près. Seuls 8% des 33 000 enquêtés soutiennent la reconnaissance diplomatique d'Israël par leur État. Seuls 8%. On est quand même dans des chiffres extrêmement bas, 2 ans après les accords d'Abraham. Et il y a un autre chiffre qui est important. Est-ce que la cause palestinienne, c'est la cause de tous les Arabes ou seulement l'affaire des Palestiniens? 76% disent c'est tous les Arabes, 16% qui disent c'est l'affaire des Palestiniens. Là aussi, on a un niveau de solidarité extrêmement fort. Et après, on détaille un peu plus pour savoir comment l'opinion publique considère la politique française par rapport à la question palestinienne, la politique russe par rapport à la politique américaine, etc. etc. Et on voit là vraiment des chiffres qui reflètent une réalité. 60% considèrent que la France elle a une très mauvaise position par rapport à la Palestine. 58% considèrent que la Russie elle a une mauvaise politique par rapport à la Palestine. Etc. On voit l'ensemble des pays. Moi, je considère qu'on a tout dit, ou presque. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Oui. Je trouve qu'il y a dans cette enquête une cerise sur le gâteau, puisque on nous a dit souvent que les opinions occidentales étaient hostiles à l'invasion de l'Ukraine et les opinions du Sud étaient favorables. C'est ce qu'on a entendu couramment même. Ici, quand on regarde ce que pensent les opinions arabes à travers cette enquête de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est ça qui est la question.
9% estiment complètement justifié, 10% jusqu'à un certain point, 13% injustifié jusqu'à un certain point, 31% complètement injustifié. C'est-à-dire au total, avec 37% qui disent on ne peut pas trancher. Mais cette question, elle a été posée 3 mois juste après. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas eu le recul nécessaire. Peut-être Voilà. avec le recul, le refus de cette ingérence va augmenter. Mais là, on est quand même dans une nette majorité qui condamne l'invasion russe de l'Ukraine. Donc c'est important à savoir. Ce sont les opinions arabes, ce n'est pas l'ensemble du tiers-monde, mais quand même, c'est un point important, quoi. Tout à fait. Encore des choses? On arrête là? Je pense que peut-être Alors c'est à vous. réagir. Merci beaucoup, Merci. Salam, d'abord pour l'enquête. Et ensuite pour son exposé, c'est pas évident de faire vivre une enquête. Avant de prendre les questions, je peux terminer en disant qu'on pense, avec la présence du CAREC maintenant aux États-Unis, en France, bientôt à Madrid, en Jordanie et en Tunisie, peut-être ajouter des questions liées à l'intégration des immigrés, liées à l'islam en Europe, liées à la question du racisme. On est en train de réfléchir là-dessus. Mabrouk. Bravo. C'est à vous, je vous en prie. Et il faut attendez d'avoir un micro, parce que sinon après la vidéo, on ne comprendra pas qui parle. On a l'impression que la synthèse de ces résultats, c'est un fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Religieux, les gouvernements sont religieux, en général. Les gouvernements ne sont pas pro-palestiniens. Les gouvernements sont très neutres par rapport à l'affaire ukrainienne. Enfin, on a l'impression que le déroulé des questions, alors je ne parle même pas de la question démocratique, le déroulé des questions semble montrer un fossé entre les gouvernés et les gouvernants. Est-ce que c'est votre avis ? Non, parce que vous avez dit que les gouvernants sont religieux. Lesquels? Parce que la majorité des républiques prétendent être laïques et sont considérés par les Européens comme laïques. Ils sont soutenus par les Occidentaux, même s'ils sont des dictateurs en tant que laïcs. On parle de Sisi, on parle de l'Algérie, on parle de la Tunisie. Ils sont considérés, les dictateurs actuels en place, comme des laïcs. Il y a très peu de gouvernements arabes qui reconnaissent dans leur intitulé leur religiosité et sont plutôt dans le Golfe. Et il y a un recul énorme. Là, quand vous voyez ce qui vient d'arriver en Arabie Saoudite, l'ouverture libérale de façade, bien entendu, détache la religion du centre du pouvoir décisionnel. Mais dans la plupart des pays, l'islam est religion d'État, constitutionnellement. Il y a des pays, l'islam est la religion de l'État, et il y a d'autres pays, l'islam est la religion du président de l'État ou du roi. Et il y a d'autres pays aussi qui ajoutent que l'islam est la source de la législation. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le pays est religieux. Donc je résume, merci pour le micro. Je résume, c'est justement une illustration, telle que je le comprends, j'ai peut-être mal compris le sondage. Et c'est une illustration d'une distance entre la vérité officielle et le ressenti. C'est l'impression globale que j'en retire. C'est une impression tout à fait juste, parce que depuis la création de l'État-nation dans les pays arabes, le fossé était énorme entre le gouverneur et les gouvernés. Et ce sondage le confirme. Mais aussi, la Palestine est très utilisée par les gouverneurs. Seulement très peu de pays qui ont normalisé actuellement avec Israël, qui ont un peu enlevé la question palestinienne de leur discours de tous les jours, mais il y a des pays qui tuent leur peuple au nom de la cause palestinienne, comme la Syrie par exemple. Alors la Palestine est utilisée comme prétexte.
Pour l'Ukraine, c'est aussi varié du Maghreb jusqu'au Golfe. Par exemple, le Qatar soutient clairement la position de l'Ukraine et essaye de jouer l'intermédiaire. L'Arabie saoudite, pour question de pétrole, soutient la Russie. Et il y a une variation entre les différents pays. Le plus intéressant, c'est moins ce fossé que la maturation des opinions elles-mêmes. Sauf que ce qui est frappant dans ce sondage, après celui de l'an dernier, qu'on avait commenté d'ailleurs avec toi, c'est cet approfondissement d'une réflexion, je ne dis pas qu'elle est limpide, elle est sûrement pleine de contradictions, mais quand même d'une réflexion sur la nécessité de la démocratie, le fait qu'elle passe par une forme de laïcité, le fait que c'est la reconnaissance que chacun peut avoir des opinions, même si elles sont différentes, et on accepte l'alternance, parce que le sondage qu'on a indiqué tout à l'heure, le chiffre, c'est l'acceptation du principe de l'alternance, même si le parti qui gagne n'est pas celui qu'on voudrait voir gagner. Donc, etc., etc. On a vraiment l'impression d'une, je dirais en sociologie, d'une autonomisation des sociétés. Et ça, je trouve que ça dépasse le seul objet monde arabe. C'est un peu ce que Bertrand Badi et d'autres développent sur le fait qu'aujourd'hui, les sociétés prennent une place, une part, s'engagent. Et effectivement, à un moment donné, ça va poser problème aux gouvernants. Ça pose déjà des problèmes. Quand on voit l'Arabie saoudite qui refuse obstinément de signer les accords d'Abraham et qui dit pourquoi, vous avez vu, j'imagine, la déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères qui a dit « Nous ne signerons pas tant qu'il n'y aura pas une solution de la question palestinienne, c'est-à-dire, ajoute-t-il, un État ». Donc ce n'est pas du tout ce que Benjamin Netanyahou et les nouveaux dirigeants d'Israël attendaient. Ils étaient persuadés d'avoir un boulevard devant eux sans percevoir le fait que leur propre politique, extrêmement agressive aujourd'hui, elle allait à contre-courant de la volonté d'élargir les accords d'Abraham. Donc je trouve, c'est ça, moi personnellement, qui me frappe, c'est cette maturation des sociétés elles-mêmes. Après, bon, chacun en fait ce qu'il veut et joue avec, mais sur l'Ukraine, c'est évident que la dominante de toutes les positions, quel que soit le pays, c'est les intérêts tels que les dirigeants de ce pays le conçoivent. Ou alors on va nous dire que Ben Salman est anti-impérialiste. Je ne crois pas que ce soit par un anti-impérialisme que Ben Salman puisse à un moment donné soutenir les Russes, ou que Erdogan soit anti-impérialiste, ou que Netanyahou le soit, puisque Netanyahou est sans doute le personnage encore aujourd'hui le plus proche de Poutine, même s'il paraît qu'il veut mettre de l'eau dans sa vodka. Pour l'instant, c'est la vodka qui domine dans la politique israélienne. Donc on a je trouve, une évolution forte des opinions arabes, des sociétés arabes, au fond. Et évidemment, ça pose des problèmes aux dirigeants. Tout à fait. Lucie ? Merci beaucoup. Je veux enchaîner avec cette idée de maturation, parce que vous avez commencé en 2011 cette étude, mais je crois que non seulement avant les printemps arabes, il n'y avait pas d'occasion pour la pratique de politisation dans la population civile. Il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas la possibilité. Mais moi, je crois qu'il faut... Vous avez dit que rien n'a vraiment changé depuis 2011 sur beaucoup de questions, mais si on prend en conscience le Hirak, le soulèvement en 2019 au Liban, au Soudan, je crois que cette maturation a pris du temps après les printemps arabes, mais la société civile a changé profondément. Et je dirais qu'il y a un changement énorme depuis 2011 et le présent. Merci, Lucie. Tu veux commenter ou... Juste rapidement, avant 2011, le peuple arabe n'était pas endormi. Il y avait beaucoup de soulèvements, il y a eu beaucoup
de périodes démocratiques courtes, notamment au Levant. 2011, ça a brisé un mur assez épais qui a été construit avec l'aide aussi des anciens occupants, des anciens colonisateurs. Et depuis 2011, moi, je n'ai pas dit que tous les indicateurs, au contraire, j'ai dit beaucoup d'indicateurs ont changé, avancé ou régressé. Mais tout ce qui est en relation avec la Palestine n'a pas changé. Tout ce qui est en relation avec la question de la démocratie n'a pas changé, ou peut changer. Tout ce qui est en relation avec l'opinion liée à la révolte de 2011 peut changer. C'est tout ce que je... Ce qui a changé, alors ça, je vous invite à voir les chiffres, c'est sur le rapport à la religion. Il est clair que cette évolution, à mon avis, elle tire les leçons de l'expérience de l'Égypte, de Morsi, de l'expérience tunisienne avec Ennahda, c'est-à-dire il y a un décalage maintenant assez net entre les opinions et le courant qu'on a appelé le courant des frères musulmans. Même chez les religieux. Et moi, même si je prends de votre temps, je fais référence à ce qui a été dit au fin 19e siècle par un imam, un religieux reconnu qui avait une école religieuse, qui est Abdelrahman al-Kawakibi. Ah, les lunettes frottent contre le micro. Qui a dit qu'il faut séparer la religion de l'État et pour arriver à convaincre les croyants de cette idée laïque, il a avancé le fait que la gestion de la vie publique et la vie politique salit les esprits. On a besoin de comploter, on a besoin de manœuvrer, on a besoin de faire des alliances, de faire des alliances. Et on ne peut pas salir la religion de la même manière. Alors on sépare le religieux du politique. C'était sa manière de convaincre. Et je crois que maintenant, cette conviction est dominante même chez les religieux. Comme quoi, il faut se contenter de notre religion, de notre mission morale ou éthique et laisser la gestion aux gestionnaires. Peut-être une question en ligne. Oui, en ligne, oui. Voilà, une question en ligne avec votre dernier propos. Je trouvais ça intéressant que vous disiez qu'aujourd'hui, 60% des sondés se considèrent comme religieux. Voilà. Et après, vous parliez, par rapport au chiffre de la laïcité, que 15% peut-être seulement au Maghreb étaient pour la laïcité. Et j'en reviens à votre dernière remarque. Est-ce que depuis le printemps arabe, et notamment si on prend le cas de la Tunisie, avec les frères musulmans, ce 15% me semble assez faible, eu égard à ce que vous venez de dire, à savoir cette évolution qui tendrait à séparer. Alors peut-être que j'ai mal entendu ce chiffre. Et si tel est le cas, je vous prie de m'excuser. Le concept de la laïcité n'est pas utilisé par les enquêtés. Ils ont dit religieux dans le sens croyant, dans le sens qui respectent leurs pratiques religieuses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fanatiques. Parce que vous trouverez très peu d'Arabes, et ce n'est pas ni une défense ni une offense, qui vous diront on est religieux ou qui vous diront on est athée. Ce n'est pas encore dans les pratiques. Il y en a, mais ils ne vont pas le dire de cette manière. Ils vont vous dire on n'est pas pratiquant, on est peu pratiquant, on n'est pas très religieux. Et alors ça se varie. Pour ça, j'ai dit que pour nous, le religieux, c'est un fanatique, mais pour eux, le religieux, c'est un croyant. Si vous, pour sortir un tout petit peu du monde arabe, parce que sinon on se perd dans les définitions des concepts, la France qui adopte les lois de 1905, elle est très largement chrétienne, d'une manière massive. Il n'y avait pas de sondage à l'époque, mais enfin, grosso modo, 90% des Français ou 80% des Français se définissaient comme catholiques pour la plupart et protestants pour une part. Ça n'a pas empêché d'adopter les lois de 1905. Et je pense qu'il faut distinguer les deux concepts, un concept de
religiosité très relative, comme on le voit à travers la définition, et l'idée que cette religion devrait dominer le champ politique. Vous prenez les sondages aujourd'hui sur la France, c'est très frappant. Vous avez, les derniers sondages sont absolument clairs là-dessus, je ne sais pas ce qu'ils valent, hein, les sondages. La majorité des Français se disent non religieux, n'appartiennent pas à une religion. Mais la majorité des Français disent qu'ils sont chrétiens. Ça montre bien qu'il y a une définition, disons, plutôt culturelle que cultuelle de la religion, et ça explique qu'on vive bien et qu'on souhaite y rester dans un système laïque qui nous met à la fois à l'abri des ambitions religieuses, mais qui aussi met à l'abri les croyants et leur garantit le droit d'exercer leur culte. Donc je trouve qu'on est au fond dans le même type d'évolution que ce que le monde arabe connaît depuis. Effectivement, les révolutions ont dû accélérer cette évolution. L'autre chose, mais j'aimerais bien avoir ton avis, parce que sinon on perd le sens de l'histoire, la poussée, non pas musulmane, mais islamiste, hein, à proprement parler, la poussée des frères musulmans, pour dire les choses clairement, elle était liée à l'échec du nationalisme arabe, d'une certaine manière. C'est comme ça que je l'interprète à grands traits. C'est-à-dire, les islamistes ont occupé un vide que la gauche arabe, que le mouvement nationaliste arabe, après les échecs d'Égypte, Sadat, d'Irak, l'évolution de Saddam, la Syrie, l'évolution avec Assad, la famille Assad, etc. Donc, d'une certaine manière, une page s'est tournée où les islamistes ont occupé un terrain important, représentatif d'une partie significative. Ce n'est pas des complots, c'est une représentativité réelle. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une nouvelle page où ce type de religiosité, avec son rôle politique, n'est plus accepté par la majorité des Arabes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moi, j'étais tout à fait de cet avis. Mais depuis que j'ai découvert le travail d'une historienne américaine qui s'appelle Elizabeth Thompson, qui vient de sortir un livre extraordinaire, qui n'a pas été traduit en français encore, mais nous, au Centre arabe, nous l'avons traduit en arabe, qui s'appelle « Comment l'Occident a volé la démocratie aux Arabes ». Elle parle de 1918, la fin de l'Empire ottoman. Bien sûr, bien sûr. Et la création de l'État arabe à Damas, qui était un État démocratique laïque. Et ça a été avorté par le mandat français. C'est-à-dire, on est venu chez les Arabes en leur disant « Vous n'êtes pas aptes à vous gouverner, vous êtes démocrate, vous êtes laïque, on s'en fout, on va vous imposer le mandat ». Et c'est à partir de cette date que Elizabeth Thompson considère que la place était grande ouverte aux islamistes. Parce que les islamistes, après la fin de l'Empire ottoman, étaient côte à côte avec les laïcs pour réfléchir à l'avenir de leur pays. Et notamment Rachid Rida, qui a écrit la première constitution laïque qui n'a pas d'équivalent jusqu'à nos jours. Et pour répondre aux intégristes qui sont venus lui dire « Toi, le imam, vous écrivez une constitution laïque, comment ça se fait ?» Il a dit « Parce qu'on m'a demandé d'écrire une constitution pour les Syriens, chrétiens, israélites et musulmans. Si on m'avait demandé une constitution pour les musulmans, je l'aurais fait. » Et cette réponse, ce même Rachid Rida, après la déception, la grande déception de 1920, il est devenu l'inspirateur des frères musulmans qui ont été créés en 1926. Alors, tu remontes plus loin que moi, hein, on est d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que le mouvement national arabe a été porté dans les années 50 et 60 par le nationalisme arabe progressiste. Et la gauche. Et la gauche. Le Baas, à l'époque, était une inspiration socialiste. En tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Socialiste à la fasciste. Ah, oui, bon, il y avait une dimension... mais dès le début. C'est quand même sur les ruines de ce socialisme arabe qui a échoué avec le symbole en étant Sadat en Égypte, le symbole en étant l'évolution avec Saddam Hussein en Irak, avec les Assad
la famille Assad en Syrie. C'est là-dessus quand même que les islamistes ont connu une progression assez phénoménale. Et moi, je trouve que dans cette enquête, c'est aussi pour ça que ça m'importait que tu viennes l'exposer, on a le signe qu'une nouvelle page est en train, avec l'expérience faite, encore une fois, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, etc., une nouvelle page est en train de se tourner, quoi. Madame J'avais le micro. Monsieur, ouais, allez. C'est une question qui suit un peu le cours de ce qu'on dit en ce moment. Au tout début, vous avez mentionné le fait que vous avez devisé de monde arabe au pluriel pour revenir à monde arabe au singulier. Et donc ma question était sur la mesure de la conscience arabe. Il y avait un indicateur qui était l'intention d'émigrer. Il y a peut-être aussi la perception des migrations intra-arabes, puisqu'il y a pas mal de migrations du Maghreb vers le Golfe. Il y a aussi des migrants qui traversent les pays arabes pour aller plus au nord. Et peut-être qu'il y a quelque chose à entendre de la perception de ça. Et c'est une question sur la méthodologie. Du coup, là, vous dites que vous avez une enquête qui se poursuit depuis 20 ans. Non, depuis 2011. 2011, pardon, 10 ans. Est-ce que la liste des questions est susceptible d'évoluer pour prendre en compte un certain nombre de facteurs qui, justement, pourraient confirmer des tendances? Pour répondre à la première partie, que j'ai oublié. À l'immigration, enfin, excusez-moi. La question migratoire mérite à elle seule plusieurs indicateurs. Il faut, comme je viens de vous dire qu'il y a une réflexion maintenant pour ajouter des indicateurs liés à la migration en Europe, l'intégration et tout ça, je crois qu'il faut développer aussi une réflexion sur ce que vous venez de dire, la migration intra-arabe. Mais ça pose un problème pratique, parce que ce qui se passe dans le Golfe, ce n'est pas considéré comme migration. Malheureusement, dans n'importe quelle loi, vous ne migrez pas vers le Golfe. Vous avez un contrat de travail limité. Personne ne prend sa retraite et reste dans le Golfe. Il prend sa retraite, le lendemain, il quitte. Et ça pose un problème dans la définition des catégories de ce déplacement, si j'ose dire. Mais ça, bien sûr, et là, pour faire un peu promotion, nous avons organisé il y a quelques semaines une journée d'études sur le racisme contre les Noirs en Tunisie. Et on a découvert qu'il y a plusieurs catégories. Il y a le racisme du nord vers le sud noir. Il y a le racisme du sud noir vers le sud subsaharien noir. Alors, entre noirs tunisiens et noirs subsahariens, il y a déjà un racisme qui se développe quand on remonte vers Tunis, capitale. C'est tellement complexe que ça mérite vraiment peut-être un sondage à part ou une réflexion. Pour la deuxième partie de votre question, oui, chaque année, il y a une réflexion pour améliorer les indicateurs, pour en rajouter, et par exemple, la question sur l'Ukraine, elle a été rajoutée en dernière minute parce que le sondage, c'est vrai qu'il a été annoncé il y a un mois, mais ça nécessite beaucoup de travail. Donc, la guerre, il a été clôturé pendant que la guerre commençait. Mais quand même, il y a eu un indicateur qui a été rajouté en dernière minute. Alors, il est fort possible d'en rajouter plus ou d'améliorer. Les questions concernant la religion, ils ont été peaufinées, rajouter quelques phrases, développer la question, parce que quand on fait des réunions, on invite aussi ceux qui ont travaillé sur des sondages ailleurs, en Afrique, en Asie, Extrême Asie, et ils nous donnent leurs remarques, leurs critiques, et
des fois, on profite beaucoup de leur expérience. Madame, derrière, on avait... Oui, mais là, ça faisait longtemps. Bonjour, Allez-y, allez-y. ça marche? Oui, oui. Ariane Kosciusko-Morizet, je suis pédopsychiatre, je travaille avec les enfants djihadistes français et je travaillais à Médecins sans frontières pendant longtemps en Irak, dans le berceau sunnite à côté de Fallujah et de Ramadi. J'avais plusieurs remarques déjà. Je me posais la question parce qu'en effet, déjà, je m'excuse parce que je suis arrivée en retard. Donc peut-être qu'il y a des questions que je vais vous poser ou des remarques auxquelles vous avez déjà donné les réponses. C'est vrai que la question une des questions des révolutions arabes donne une impression d'unité par rapport à, on va dire, l'arabité de certains pays, alors que pour moi, et notamment vous y faisiez référence, et là, monsieur, il faisait référence avec les travaux de Fanon et de l'intégration, finalement, l'intériorisation du racisme colonial. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question de la différenciation entre les pays qui ont été colonisés, notamment les pays du Maghreb, les pays qui ont été colonisés, notamment, dont les frontières ont été dessinées après la Deuxième Guerre mondiale, et là je pense au Proche-Orient, avec sciemment la séparation on va dire, du Kurdistan en 4, etc., et les pays du Golfe. Parce que si la colonisation était en tout cas perçue du côté des colons comme un mouvement démocratique, ou en tout cas l'établissement d'une démocratie, je comprends qu'en post-colonial, en tout cas je me représente que post-libération, on va dire, l'adhésion à un mouvement démocratique soit peut-être un poil plus critique, ou en tout cas pris avec un peu plus de recul et un peu plus de difficulté que dans une autre situation, comme par exemple c'est le cas à ma connaissance, parce que je ne suis pas experte, dans les pays du Golfe. Donc il y avait ça. Ensuite, il y a la question, et ça c'est quelque chose que j'ai rencontré dans plusieurs pays, alors encore une fois je ne suis pas experte, mais de comment sortir de la corruption. Parce que si on est dans une démocratie où la corruption, ou en tout cas un simulacre de démocratie où la corruption est déjà, alors j'arrive pas à trouver le mot mais en français, mais vraiment extrêmement établie, il y a eu, en tout cas j'ai entendu plusieurs personnes me dire que c'est pas par la démocratie qu'on va sortir les personnes corrompues des instances gouvernementales. Ensuite, il y avait la question de l'effet. Alors ça, c'est peut-être plus mon aspect psychiatrique. Il y a la question de l'effet psychologique d'un soulèvement populaire, dont, par exemple, on voit en mai 68 ou Tiananmen, etc., ou Black Lives Matter, que plus récemment, qu'il y a presque, j'ai envie de dire, un déni de la population par rapport à une efficacité, c'est-à-dire qu'il y a un regain d'espoir et un regain, j'ai envie de dire, d'amour de la démocratie avec l'effet psychologique qu'on connaît au mouvement populaire, qui peut donner une foi, qui peut comment est-ce qu'on dit, réactiver la foi en la démocratie, alors que quand on regarde les résultats pratiques, en France, la politique post-68 n'a pas été n'a pas bénéficié des pleins fruits de la même façon que malheureusement Black Lives Matter aux États-Unis et le mouvement de Tiananmen en Chine n'a pas eu non plus les effets qu'on aurait pu escompter. Voilà. Et puis ensuite, le dernier point, c'est qu'il y a la question de la différence entre la question des expatriés et des migrants. Ça me faisait beaucoup penser à ça quand vous parliez des personnes qui vont travailler au Golfe avec l'intention de revenir. C'est encore plus vrai avec les Européens qui vont travailler à l'étranger. Ils ne se considèrent pas comme des immigrés, ils se considèrent comme des expats. Voilà.
C'était beaucoup de remarques. Alors, Salam, juste- on arrive au bout. Hein, Oui, juste rapidement, les colonisateurs parlaient de civiliser les populations, n'ont jamais parlé de démocratiser les populations. Ils voulaient civiliser les gens avec les massacres, la destruction de l'histoire, etc., etc. Alors, ça n'a pas du tout influencé négativement la volonté de ces populations à devenir, à vivre la démocratie. Au contraire, ça les a encouragés. Et la deuxième, c'était la deuxième. Non, c'est sur la déception produite, bien sûr. La déception, oui, la déception, mais L'impression d'avoir, enfin, la nécessité psychologique de se dire que ça a été utile. Et la force du déni et le fait que ça met longtemps avant de réaliser qu'en pratique, ça n'a pas mis, enfin voilà, ça n'a pas eu ses fruits. oui, là, Je pense par exemple à la révolution sexuelle et au fait que le féminisme encore, excusez-moi, je suis en train de prendre plein de temps. Non, mais c'est parce qu'on arrive au bout, il est 2 heures. Toutes les remarques que vous faites, elles mériteraient un autre midi sur l'interprétation de l'enquête. Le but de cette séance, c'était de vous présenter les résultats de cette enquête. Je vous redis, il faut aller voir l'enquête complète, qui est plus facile à suivre par écrit que de manière orale, évidemment, sur le site dont j'ai indiqué tout à l'heure l'adresse. Je ne sais pas si vous étiez là. Donc c'est enquête, plus loin CAREP, C-A-R-E-P, plus loin opinion au pluriel, plus loin arabe au pluriel, 01-20-23.pdf. Et là, vous avez l'intégralité de cette enquête. Et à partir de là, on peut effectivement se lancer dans beaucoup d'éléments d'interprétation. Dans ce que vous dites, je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit et ce que j'ai pu lire. En tout cas, merci beaucoup à Salam pour cette introduction sur l'enquête et que je vous conseille donc de lire. Merci à vous tous. merci beaucoup.